Malgré l'ombre des millions de morts causés par la Première Guerre mondiale, les armes utilisées et les défenses pour les contrer prêtent à sourire. On va bien s'éclater dans cette vidéo, sans mauvais jeu de mots. En 1914, les soldats français auraient bien aimé un bon repas chaud. Ils peuvent l'apprécier, mais en regardant le ciel avec la saucisse volante. Pas une blague. Bien évidemment, vous l'aurez peut-être deviné, mais je vais vous parler des dirigeables. Le 24 août 1914, la guerre démarre à peine qu'on a déjà le premier couac. Et il est français. Un peu de contexte historique. L'armée allemande disposait de Zeppelin, un type de dirigeable. Il faut savoir que les dirigeables français sont moins efficaces que les Allemands et servent principalement à la reconnaissance. Pourquoi, me direz-vous? L'emport de bombes était plus limité. Prenez donc place dans ce dirigeable nommé Dupuy de Lôme, prenant la direction de Louvain, en Belgique. Le dirigeable se replie à Reims le 24 août 1914 dans l'objectif de s'éloigner des lignes allemandes bien trop proches. Donc notre cher dirigeable est donc prudent et se met à l'arrière des lignes françaises. Vous imaginez bien que cette énorme saucisse volante attire l'œil. Il faut être aveugle ou avoir un torticolis pour ne pas le voir. Donc la retraite n'était pas en soi la pire des idées. Enfin, peut-être que si. Échapper à l'ennemi c'est super, mais quand c'est vos amis qui vous tirent dessus, ça reste quand même une idée bien bancale. Et oui, c'est bien ce que vous croyez, l'armée française a tiré sur le dirigeable pensant qu'il était ennemi. Il a été abattu. Pourtant, c'est bien dans cette même guerre qu'on exploite l'art du camouflage. Alors, rassurez-vous tout de suite, pour éviter les incidents de ce type, l'armée française arrête ses stratégies et va privilégier l'aviation. L'aviation. Alors, les avions c'est cool, ça nous permet de voir les lignes adverses. La stratégie de l'ennemi. Sauf que l'avion du début de la Première Guerre mondiale était principalement utilisé pour effectuer des missions de reconnaissance. Alors, fermez les yeux un instant, vous croisez votre pire ennemi devant vous. C'est votre employeur, votre ex, votre voisin parce que le chien aboie jour et nuit. On se croirait dans l'émission de Julien Courbet. Bref, vous avez une envie débordante de vous transformer en Mohamed Ali et d'en décocher une plein front à votre adversaire. On est bien d'accord, votre premier geste naturel ne va pas être de le saluer, et pourtant, comment faites-vous quand vous n'avez pas d'armes sur vos avions? Ni mitrailleuse, ni quoi de se défendre tout simplement. Et bien finalement, vous êtes bien obligé de faire coucou à vos ennemis ou faire des doigts d'honneur, car vous n'avez rien d'autre à faire. Des rapports de l'époque montrent qu'il arrivait parfois que les avions ennemis se croisent et ne fassent rien. Tout simplement car il n'y avait pas d'armes. Il faut attendre le 5 octobre 1914 pour que deux Français équipent les avions de mitrailleuses, Joseph Franz et Louis Queneau. Dites-vous bien qu'avant octobre 1914, on jetait multiples projectiles, des briques ou des fléchettes métalliques, qu'on lançait en grande quantité pour avoir plus de probabilité de toucher l'objectif. La cavalerie apporta la Winchester dans les avions pour endommager les avions adverses. On reste dans les airs. Et cette fois-ci, je vais vous parler de cet animal qui prend plaisir à déféquer sous vos voitures, même celles avec les airbags déglingués. Évidemment, je parle les pigeons. Qu'on se le dise, les pigeons ont une mauvaise réputation, alors que c'est tout mignon et affectueux. Alors vous connaissez sans doute l'histoire des pigeons voyageurs pour tenir informé le commandement militaire, mais connaissez-vous vraiment l'histoire? À la base, l'idée paraissait complètement débile. Le pigeon, ça vole bas, et à l'époque, désolé pour l'association L214, mais la vision de la nature était utilitariste. Pour la faire simple, on protégeait la nature, car ça servait les intérêts des hommes avec un grand H. Je précise ici, sinon je vais avoir les associations féministes à mon postérieur. En 1902, on protège certains oiseaux car ils étaient utiles pour l'agriculture, pas parce que Marie Tondelier dit qu'il faut les sauver pour protéger la planète. Vous voyez la nuance. L'armée allemande va alors s'intéresser aux travaux de Julius Knobrunner, en réalité Knobrunner, parce que ma langue a fourché, passionné par la photographie et par les pigeons. Pour avoir les deux passions en même temps, il faut trouver le Gugus. Ce dernier a créé de petits appareils photo que les pigeons portent en harnais. Finalement, les pigeons, malgré eux, ont inventé le tourisme de masse et les influenceurs. Finalement, dès qui paraît saugrenu voire débile, va faire ses preuves. Bon, même si aujourd'hui on prouve de plus en plus que les animaux ont leur conscience, en 1914, on a cette impression que les pigeons n'ont pas conscience du danger qui les guette, et un pigeon vous a déjà malheureusement déféqué dessus, mais pour se sauver des gaz mortels, il fallait en revanche savoir se faire pipi dessus. Et ce n'est pas une blague. Chose aisée quand on est enfant de moins de 3 ans, mais uriner pouvait servir. Le 24 avril 1915, à l'ouest du village de Saint-Julien, les Allemands veulent réitérer leur exploit de Ypres, où cette technique leur avait ouvert le front. Sauf que ce 24 avril, ce sont des Canadiens. Et cette fois-ci, la consigne était donnée. Uriner sur tout ce qui pouvait l'être. L'armée canadienne a donc pu résister au gaz, car au contact de l'ammoniac contenu dans l'urine, cristallise le gaz, rendant presque inoffensif. Bien que cette technique soit un presque succès, en réalité, elle s'avère aucunement opérationnelle. Imaginez-vous dans une tranchée, vous n'avez aucune envie de pisser, vous êtes condamné à mort. Et généralement, il fallait pas lésigner sur la quantité d'urine pour que cela fasse effet. Heureusement, le masque à gaz s'avère être quand même une meilleure option, et encore une fois, ça venait des Allemands. Alors,
essayons de devenir un peu plus sérieux. Imaginez-vous maintenant, quand vous faites votre terrasse, creusez votre piscine, ou faites votre mur car justement vos voisins vous enquiquinent, vous utilisez une brouette. Eh bien, quelques détails près, vous aviez en votre possession l'une des défenses des poilus de la Première Guerre mondiale. Alors non, ce n'était pas utilisé par l'armée portugaise, il s'agissait d'une brouette blindée pour se protéger contre le tir ennemi quand votre mission était de couper les barbelés. Vous la mettiez sur vous, et allez hop, on est parti. Sauf que les Allemands avaient trouvé une parade, les fameuses balles K. Elles avaient une particularité importante, de percer les blindages. Et puis, dans le nord-est de la France, principal théâtre des opérations de conflit, quand il pleuvait, ce n'était pas la joie. La boue devenait argileuse, collante, et votre brouette devenait votre pire fardeau. Couper les fils barbelés était une mission périlleuse, très bien expliquée par Ernest Junger dans Orage d'acier, où il a connu ses plus grands pics d'adrénaline quand les ennemis étaient tout proches. Mais c'était une mission souvent inutile, car souvent, de nouveaux barbelés étaient réinstallés. Mais elles étaient nécessaires pour permettre à l'infanterie d'avancer plus facilement. Donc beaucoup ont œuvré à trouver une solution. En novembre 1914, Breton a proposé une idée originale consistant à créer une machine automotrice protégée avec un ensemble d'équipements spéciaux conçus pour la coupe de clôture métallique, entre autres les barbelés. Dans un avenir proche, Prétot a été impliqué dans le développement du projet. Le premier véhicule se nomme le Breton Prétot, Apparatus. Problème, tu pouvais t'en prendre une dans la carafe très facilement car il n'y avait absolument aucune protection. Par contre, ça coupait formidablement les obstacles métalliques. Bon, t'étais mort, mais ça n'est qu'un détail. Breton avait aussi essayé le coupe-fil breton, même résultat. Et puis autre défaut, c'est que l'engin ne disposait pas d'armes. Il fallait être un suicidaire pour aller sur ces engins. C'est pour cette raison que les tanks vont être privilégiés car ces machines avaient au moins l'avantage de te protéger un minimum et d'avoir de quoi répondre. Mais comment ne pas terminer cette vidéo sans parler de grenades? Alors non pas toi, Clara Luciani. Comme toutes les armées en guerre, les Britanniques ont compensé le manque de grenades réglementaires au début du conflit par une production de grenades dites artisanales. Car oui, au cas où vous ne serez pas au courant, des inspecteurs venaient vérifier si les armes étaient viables pour faire la guerre et la grenade bâtie, nom de celui qui l'a imaginé, ne va pas en faire partie. La grenade bâtie date de mai 1915 et c'est clairement de l'improvisation. Cocorico, puisque cette grenade a été produite dans le nord de la France, à Béthune, décidément. Elle était constituée d'une charge d'ammonal. Si tu sais pas ce que c'est, je vais te le dire, c'est un explosif composé de nitrate d'ammonium et de poudre d'aluminium. Son poids était d'environ 500 grammes, le détonateur était fait de bois. Et le problème, vous allez vite le voir venir. La grenade pouvait péter prématurément, causant des dégâts pour les soldats qui l'utilisaient. Ernest Junger parle d'une anecdote dans son livre Orage d'acier, où son camarade a bien failli se trouver en 1000 morceaux après avoir découpillé sa grenade à cause de trop nombreux équipements. Pour rappel, le poids total des équipements, que ce soit du côté allemand ou du côté français, était environ de 30 à 40 kg. Bon, même si dans Orage d'acier de Ernest Junger, il ne s'agissait pas de bâtibombes, ça montre bien qu'on pouvait côtoyer les cieux très rapidement, et la plus grande menace, ce n'était pas forcément les ennemis, mais ça pouvait être nous-mêmes. D'autres fois, la grenade ne pétait pas du tout, causant une menace pour les civils, ou les soldats qui passaient après. Elle a donc été interdite avant d'être remplacée par la Mills bombe. Étonnant de voir que les obus, eux, ont été autorisés car nombre d'entre eux n'ont pas explosé durant la Première Guerre mondiale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça tombe bien, c'est bientôt Pâques, et puis vous dormirez moins bête que la veille, c'est déjà ça de prix. J'aurais pu évoquer également les tirs de la femme Soul de l'artillerie, évoqués par Jean Daume, mais j'en parle dans mon documentaire sur Junger, donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Je donne rendez-vous très bientôt pour des documentaires exceptionnels. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre à mon dernier sondage, où vos votes sont extrêmement importants pour l'évolution de la chaîne. Ciao.